20 millions d'euros débloqués par l'État, mais seulement 20% des écoles équipées de capteurs de CO2 en France, chiffre national. Mais ce n'est pas le cas évidemment dans toutes les communes, notamment dans la métropole de Lyon. À Mions par exemple, la ville a décidé d'installer ces capteurs dans toutes les écoles. Et aujourd'hui, c'était au tour du centre de loisirs Eline Dany et Maïva Komsi. Quand le boîtier émet une lumière rouge, c'est le signe qu'il faut ouvrir les fenêtres. Donc on va aller ouvrir la fenêtre. C'est pour mesurer la qualité de l'air. On a 3 niveaux, donc le vert quand tout va bien, le orange quand ça commence à pas trop aller et le rouge quand il faut vraiment ventiler les locaux. C'est hyper important, le Covid, on voit qu'il y a énormément de contamination et en plus chez les jeunes, dans les écoles ou les centres de loisirs. Donc la ville a décidé de s'équiper pour sécuriser au maximum et limiter la propagation du coronavirus. Toutes les salles ont été équipées pour cette rentrée. En tout, ce sont 65 capteurs de CO2. 200 € l'unité. L'investissement a été important pour la commune. Alors que Jean-Michel Blanquer annonçait une enveloppe de 20 millions d'euros pour équiper les écoles, le maire de Mions n'a pas reçu d'aide de l'État. C'est 13 000 € pour les capteurs de CO2. Nous avons installé des films antimicrobiens, des purificateurs et des lampes dans différents établissements, différents centres. Nous avons équipé plusieurs établissements. Notre investissement actuellement est de 70 000 €. Nous avons touché 8 000 € de la région. La mairie a envoyé sa demande de subvention mais continue d'investir pour lutter contre le Covid. Ce mercredi matin, 10 000 masques FFP2 ont été livrés. On revient sur la phrase du jour. À présent, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Déclaration d'Emmanuel Macron dans une interview avec des lecteurs du Parisien aujourd'hui en France. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir, d'autant qu'il a poursuivi en expliquant, je cite, « Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Le chef de l'État est-il allé trop loin ?» Nous avons posé la question aujourd'hui. Écoutez la réaction de ces Lyonnais au micro de Louis Léger. Je pense sincèrement que même si beaucoup de gens sont du même avec lui, un président ne doit pas dire ça. Mais sincèrement, un président de la République, il doit avoir une certaine hauteur de vue. Il doit être justement au-dessus des réactions qu'un citoyen lambda comme moi peut avoir. Et puis c'est pas une phrase digne d'un président. Je veux dire, c'est pas notre pote, quoi. On n'est pas le seul pays à vivre des choses comme ça. Hein. Je sais bien que voilà, c'est au niveau mondial mais pour moi, il y a un truc qui va pas là. Mais si on regarde les choses dans leur contexte, peut-être qu'on peut nuancer un peu ce qu'il a pu dire. En tout cas, moi, je le nuance. Je pense que dans l'idée, il rejoint la très grande majorité des personnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est un petit peu bloquée par les quelques personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner et qui aujourd'hui prennent la place dans tous les hôpitaux, etc. Justice, le tribunal de Paris a jugé aujourd'hui Sanofi responsable d'un manque de vigilance et d'un manque d'information concernant les risques liés à la dépakine. Ce médicament qui est responsable de malformations chez des milliers d'enfants, mais aussi de troubles neurodéveloppementaux. L'action de groupe présentée par l'association de victimes de la dépakine a également été jugée recevable. Aujourd'hui, Sanofi va faire appel de ce jugement. On va en parler ce soir sur BFM Lyon avec mon invité un petit peu plus tard, qui est l'une des victimes de ce médicament. Avoir un garage mais ne pas pouvoir y accéder, c'est le quotidien des habitants de plusieurs immeubles situés dans le quartier des Girondins, dans le 7e arrondissement de Lyon. Les travaux d'étanchéité ont été mal faits. Résultat, les sous-sols sont inondés à chaque fois qu'il pleut. Sur place, les précisions de Lauriane Pellao. Un enfer, une honte, ce sont les mots des habitants de cet immeuble du 7e arrondissement. Dans le garage en sous-sol, vous le voyez derrière moi, plusieurs centimètres d'eau stagnent régulièrement et encore aujourd'hui, le garage a été plutôt épargné. Les habitants m'ont confié avoir déjà vu près de 10 centimètres d'eau dans leur garage. Certains ont dû changer de place pour être plus à l'abri, d'autres préfèrent surélever leurs biens. Il y a même une personne qui m'a confié avoir construit un barrage en ciment à l'entrée de son box. Alors ces problèmes d'inondation, ils durent depuis 2018. Ils seraient dus à un problème dans la construction de l'immeuble avec des murs qui ne sont pas étanches. Il y aurait également un problème au niveau des pompes, elles seraient hors service. Et alors, malgré tout, les habitants continuent de payer leur place de parking. Ils en ont ras-le-bol. Écoutez. À chaque fois qu'il y a de la pluie, donc il faut se dire qu'on aura en fait une piscine olympique ici. Là. Et moi, à chaque fois que je croise
Un responsable, il me dit ouais, on va trouver une solution, mais il n'y a pas de solution. On a entamé notre 4e année. Pareil, au niveau des interventions, ils viennent pour pomper l'eau, mais ça revient. Et nous, malgré tout, par rapport aux loyers, on paye les loyers des garages, on paye les loyers de l'appartement. Franchement, on en a marre quand même, malgré qu'on a relancé avec Veolia, ils font rien, quoi. Veolia, le bailleur social, est informé de ces problématiques. Plusieurs expertises ont été menées. Les travaux sont lourds. Un bureau d'études a donc été mandaté en fin d'année par une assurance. Les équipes de Veolia, elles, sont intervenues pour changer les pompes de relevage qui étaient hors service. Un électricien doit finaliser l'intervention ce jeudi. L'eau devrait donc pouvoir être pompée et retirée du garage aux frais du bailleur. À l'heure où les téléphones et les réseaux sociaux ont pris énormément de place dans nos échanges quotidiens, la tradition tente tout de même de résister. Les cartes de vœux ont toujours la cote. À Lyon, les entreprises en commandent chaque année et les imprimeries tournent à plein régime. Amélie Duchamp. Dans cette imprimerie de Vèze, c'est la saison de la carte de vœux. On la pensait dépassée par les vœux numériques et pourtant 40% des cartes vendues en France sont des cartes de fin d'année. La part des cartes de vœux en ce moment est assez conséquente puisque c'est la période. Donc on en fait, je ne me rends pas vraiment compte, mais on en fait quand même une bonne partie de la journée. Je ne sais pas si on revient ou pas, je sais que c'est toujours appréciable de recevoir une. Ça marque puisqu'on reçoit de moins en moins de courriers, donc quand on reçoit un courrier, on l'ouvre. Si en plus les gens écrivent sur la carte de vœux, c'est encore mieux. Ce sont principalement des entreprises qui commandent des cartes pour leurs clients, à l'image de cette société de communication lyonnaise qui a fait imprimer 250 cartes pour ses partenaires. Des cartes qui demandent plus de temps pour leur conception, leur impression et leur envoi, mais qui ont un impact bien supérieur. Le papier, il se garde, le papier, il se touche, il se reçoit, à la différence d'un mail où on regarde et puis on met tout de suite à la poubelle sans répondre, sans prendre le temps, alors que la carte de vœux, elle va rester quelques jours, quelques semaines sur le bureau de nos clients. Et s'il y a effectivement une érosion du volume de cartes vendues, ces cartes sont montées en gamme. Alors pour être sûr de réussir ces vœux papier, voici quelques petits conseils. Pour que ça se démarque du lot, il faut qu'il y ait un aspect créatif ou un aspect papier qui soit vraiment différentiel des autres. Le graphisme, la qualité du papier, il faut que ça sorte de l'enveloppe, il faut que ça pète, il faut que ça crache. Il faut que le texte soit impactant et pas non plus trop long à lire. Mais le plus important pour réussir ces vœux, c'est bien de les envoyer avant le 31 janvier. Autre tradition de ce début d'année, la galette des rois, bien sûr. L'épiphanie, c'est demain et ce soir, nous vous présentons un boulanger solidaire. Il est installé à Caluire. Ces fèves sont made in Auvergne-Rhône-Alpes, fabriquées par des personnes en réinsertion. Et une partie de ces recettes est reversée à une association. Clémence Delarbre. Si vous mangez cette galette, vous aurez peut-être la chance de tomber sur une fève un peu particulière. Une fève solidaire qui est cette année aux couleurs du comité d'entraide de la ville de Caluire. Une initiative originale qu'a eu ce boulanger-pâtissier. Le comité d'entraide a participé à l'élaboration des fèves, dont le logo et les maximes qui vont avec. Et du coup, ça leur donne un petit peu aussi une mise en avant pour le travail qu'ils effectuent toute l'année. J'ai préféré que cette année, elles servent aux plus démunis, vu la difficulté du Covid et éventuellement d'autres difficultés de la vie. Des fèves d'autant plus solidaires qu'elles sont fabriquées dans l'Isère par un atelier d'insertion. En plus de ce clin d'œil, pour chaque galette vendue, 1 € sera reversé à l'association. Au cas où j'en aurais pas vendu suffisamment, je leur reverserai quand même 500 € minimum. Voilà. Donc, ne serait-ce que pour avoir participé à l'opération et que ça corresponde quand même quelque chose d'avoir mis en avant leur association et de les remercier aussi pour cette opération. Une initiative qui séduit les clients gourmands. C'est très important, c'est une position citoyenne, donc on pense à tout le monde en même temps. Il y a un reversement qui est fait à une association active de Caluire à raison de 1 € par galette. C'est une très très bonne idée. Pendant tout le mois de janvier, entre 700 et 1000 galettes seront préparées. Des galettes généreuses aussi bien en bouche qu'envers les autres.